L'immense majorité des Juifs fut absolument horrifiée par la montée d'Hitler et des nazis. Ils comprirent, à juste titre, qu'il ne s'agissait pas d'un simple gouvernement antisémite, mais d'un gouvernement fasciste qui avait un programme de privation de droits, rejetant la position des Juifs et déterminé à y remédier. Un boycott quasi instantané, non organisé, s'est alors déclenché. Fondamentalement, on n'achète pas allemand, par exemple. Les hommes d'affaires refusaient de commander en Allemagne. Vers mars, ce mouvement s'est transformé en un mouvement organisé, qui terrifiait les nazis, car l'Allemagne était une économie essentiellement exportatrice. Elle avait besoin de devises fortes pour importer, fabriquer et exporter des biens. Ce mouvement menaçait de l'étouffer dès le départ. Je crois donc que le 25 mars, Göring a convoqué les dirigeants de la communauté juive. Au début, les sionistes n'ont pas été invités car ils constituaient un mouvement marginal, mais ils se sont fait inviter. Göring les a menacés en leur disant « Vous devez y aller pour ouvrir l'Amérique ». Une grande manifestation a eu lieu quelques jours plus tard, annulée au Madison Square Garden. Elle a eu lieu, mais tandis que les non-sionistes se barricadaient et cherchaient des excuses, le chef des sionistes, Kurt Blumenfeld, a déclaré qu'il serait ravi d'accepter l'opposition au boycott. Car les sionistes n'ont jamais soutenu le boycott de l'Allemagne nazie. Ils ont assisté à l'ascension d'Hitler. Ils étaient les seuls à l'accueillir. Quelques citations, Berl Katznelson, l'adjoint de Ben Gourion. C'était vraiment quelqu'un de très important. Il était rédacteur en chef de Davar, le quotidien du Mapai, parti travailliste israélien. Il voyait l'ascension d'Hitler comme, je cite, une opportunité de construire et de prospérer comme nous n'en avons jamais eu et n'en aurons jamais. Ben Gourion lui-même, premier ministre d'Israël, était encore plus optimiste, la victoire des nazis serait une force fertile pour le sionisme. Certains étaient encore plus enthousiastes. Émile Ludwig, célèbre biographe et sioniste, déclarait « Hitler sera oublié dans quelques années, mais il aura un magnifique monument en Palestine ». Vous savez, l'arrivée des nazis a été plutôt bien accueillie. Des milliers de personnes qui semblaient complètement perdues pour le judaïsme ont été ramenées au bercail par Hitler, et je lui en suis personnellement très reconnaissant. Naman Bialik, poète nationaliste sioniste, aurait déclaré « L'hitlérisme a peut-être sauvé la communauté juive allemande, qui était en voie d'assimilation et d'anéantissement ». Mais c'est ainsi que les sionistes voyaient les choses. 40 ans de paix, les sionistes ne pouvaient mobiliser les masses juives. Il fallait une catastrophe, comme l'avancée des nazis, et finalement l'Holocauste, pour persuader les juifs d'émigrer. Et si les juifs devaient émigrer, les sionistes étaient absolument déterminés à ce qu'il n'y ait qu'un seul endroit où ils puissent émigrer. Car, selon eux, s'ils émigraient en Europe, ailleurs en Europe, en Amérique ou en Grande-Bretagne, ils emporteraient avec eux leur antisémitisme. Donc, pour trouver une solution, il fallait aller en Palestine. Et c'était ce qui inquiétait au plus haut point les sionistes, l'émergence d'un mouvement de réfugiés, qu'ils appelaient « réfugiéisme », qui tenterait de sauver les juifs où qu'ils soient. Ils étaient absolument catégoriques. Si les Juifs quittaient l'Allemagne, ils devaient se rendre en Palestine. Ils ont exercé des pressions sur la Gestapo, mais seulement pour les autoriser à aller en Allemagne. Et voici un historien sioniste, Noah Lucas. C'est un sioniste critique, et son livre, qui s'intitule « L'histoire moderne d'Israël ». Il y écrivait « Lorsque l'Holocauste européen éclata, Ben Gourion y vit une opportunité décisive pour le sionisme. Ben Gourion pressentait avant tout les immenses possibilités inhérentes à la dynamique du chaos et du carnage en Europe. En temps de paix, le sionisme ne pouvait pas mobiliser les masses juives du monde. Les forces déchaînées par Hitler, dans toute leur horreur, devaient être exploitées à son avantage. Fin 1942, la lutte pour l'État juif devint la préoccupation principale du mouvement. Et telle était la position de Ben Gourion. Je recommande le dernier chapitre de sa biographie autorisée par Shabtai Tevet, Les terres en feu. Il s'intitule « Le désastre fait la force ». Il aurait déclaré « Le désastre est une force s'il est canalisé vers une cause productive ». L'astuce du sionisme est de savoir canaliser nos désastres, non pas vers le découragement ou la dégradation, comme c'est le cas dans la diaspora, mais comme une source de créativité et d'exploitation. Et il a été très clair sur le fait que les fonds de l'agence juive ne devaient être utilisés que pour le sauvetage par l'immigration en Palestine. Il a également déclaré que le sauvetage par l'aide à la survie des juifs ailleurs devait être financé exclusivement par des organisations privées. Je pense que la citation la plus accablante que j'utilise concerne le Kinder Transport. Ce transport a été organisé au lendemain de la nuit de cristal, le pogrom nazi du 10 novembre 1938. Bien que les Britanniques aient été très parcimonieux en autorisant l'entrée des Juifs en Grande-Bretagne, ils ont cédé et ont accepté que 10 000 enfants juifs d'Allemagne soient admis, mais sans leurs parents, dont la plupart n'auraient évidemment pas survécu. Ben Gourion a été clair dans son mémorandum adressé à l'exécutif sioniste le 17 décembre. Il a déclaré « Si je savais qu'il serait possible de sauver tous les enfants d'Allemagne en les faisant venir en Angleterre, et seulement la moitié d'entre eux en les transportant en Eretz Israël, alors j'opterais pour la deuxième solution. Car nous devons prendre en compte non seulement la vie de ces enfants, mais aussi l'histoire du peuple d'Israël. » Puis, une semaine plus tard, le 17 décembre, il adressa une note à l'exécutif sioniste, décrivant le problème auquel les sionistes étaient confrontés. Il a déclaré « Si les Juifs sont confrontés au choix entre le problème des réfugiés et le sauvetage des Juifs des camps de concentration d'une part, et l'aide au musée national de Palestine d'autre part, le sentiment de pitié juif prévaudra. Et toute la force de notre peuple sera consacrée à l'aide aux réfugiés dans divers pays. Le sionisme disparaîtrait de l'ordre du jour, et non seulement l'opinion publique en Angleterre et en Amérique, mais aussi celle de l'opinion publique juive. Nous risquons tous l'existence même du sionisme si nous permettons que le problème des réfugiés soit séparé du problème palestinien. » Et c'était leur crainte. Pour les dirigeants sionistes, l'objectif principal était de construire l'État juif.
Et on ne pouvait pas le gaspiller en consacrant son énergie à sauver des juifs ailleurs, ce serait de la folie pure. Les lois de Nuremberg de 1935 comprenaient deux lois, la loi sur la protection du sang et de l'honneur allemand, et une autre loi concernant les drapeaux, etc. En substance, elles privaient les juifs allemands de leur citoyenneté et de leur nationalité. Cela se faisait par le biais d'une série d'ordonnances. Et pas seulement les juifs, mais aussi les tziganes. Et plus tard aussi les noirs. Ils n'étaient pas considérés comme faisant partie du collectif national allemand. Les sionistes étaient presque les seuls à l'accueillir favorablement. Ils n'y voyaient aucun problème. Car eux aussi considéraient que les juifs n'étaient pas des Allemands, mais des ressortissants juifs. Les lois de Nuremberg elles-mêmes comportaient une introduction en 1939, qui stipulait, si les juifs disposaient d'un État propre, où la majeure partie de leur peuple serait chez elles, la question juive pourrait déjà être considérée comme résolue aujourd'hui. Les sionistes fervents étaient ceux qui s'opposaient le moins aux idées fondamentales des lois de Nuremberg, car ils savaient que ces lois constituaient la seule solution valable pour le peuple juif. Et comme le note le Palestine Post, aujourd'hui le Jérusalem Post, la position concernant Georg Kareski était que quiconque l'offensait, parce qu'il était son principal soutien et qu'il le soutenait ouvertement, était passible de lourdes sanctions. Des personnalités comme le président exécutif du sionisme, Menachem Oussishkin, étaient enthousiastes, il y a quelque chose de positif dans leur tragédie. C'est qu'Hitler les opprime en tant que race, et non en tant que religion. S'il avait agi de la sorte, la moitié des juifs d'Allemagne se seraient tout simplement convertis au christianisme. Car, en Hongrie, où même les juifs convertis échappaient à la déportation, on les accusait à tout va de se convertir dans les offices ecclésiastiques. Joachim Prinz, devenu plus tard vice-président du Congrès juif mondial, expliquait qu'en ce qui concerne les lois de Nuremberg, les juifs ont été tirés de la dernière récession des baptêmes et des mariages mixtes. Nous n'en sommes pas mécontents. La théorie de l'assimilation s'est effondrée. Nous ne sommes plus cachés dans une récréation secrète. Nous voulons remplacer l'assimilation par quelque chose de nouveau, la déclaration d'appartenance à la nation et à la race juive. Un État, construit selon les principes de pureté de la nation et de la race, ne peut être honoré et respecté que par un juif qui déclare son appartenance à son propre peuple. David Cesarani, éminent historien sioniste, observait, les sionistes ont vu dans la pression ségrégative l'accomplissement de leur volonté. Les Juifs étaient une nation distincte, sans place en Allemagne. C'était dans son dernier livre, La solution finale. Cesarani était l'un des principaux historiens sionistes, qui attaqua, Perdition, une pièce de théâtre sur le procès Kastner. Il a eu des doutes sur certaines positions qu'il avait prises vers la fin de sa vie. Dès le début, les sionistes étaient catégoriquement opposés au boycott. Les Juifs ont commencé à boycotter dès le début. La Havara, l'accord commercial entre les nazis et les sionistes, fut signé le 7 août 1933, je crois. Mais dès le début, les sionistes s'opposèrent au boycott. Par exemple, la station de radio Kol Israël, La Voix d'Israël, a diffusé le 18 mai des slogans criants « Appeler au boycott est un crime » et, faisant référence à une récente attaque contre le consulat allemand, a déclaré « Nous sommes tous inquiets pour nos frères en Allemagne, mais nous n'avons aucun différend avec les représentants du gouvernement allemand en Palestine. » Et blague d'ajouter « C'est parmi les kibbutzniks qu'il y a eu la plus faible opposition à la décision de l'organisation sioniste de commercer avec Hitler. » Ce mythe du sionisme socialiste fondé sur les kibbutz est donc bel et bien un mythe. Car les kibbutz, bien qu'étant des colonies collectives, n'étaient engagés dans aucune lutte de classe, quelle qu'en soit la forme. Au contraire. Ils ont été créés par les sionistes bourgeois comme le moyen le plus efficace de colonisation. Le professeur Moshe Zimmerman a évoqué la dissociation pratique des institutions du mouvement sioniste et de la question de la communauté juive en Palestine, de l'opposition militante au sionisme. Dès le début, les sionistes, aux côtés de la bourgeoisie juive, se sont opposés au boycott. En Grande-Bretagne, il existait une alliance entre les sionistes et la bourgeoisie juive au sein du Conseil des représentants des Juifs britanniques. On peut soutenir que c'est précisément cette alliance qui a conduit la bourgeoisie juive à adopter le sionisme comme solution au problème des Juifs allemands. En 1940, le premier sioniste déclaré, Sully Brodetsky, est devenu président du Conseil des représentants. Il a donc fallu 23 ans après la déclaration Balfour pour que cela se produise. Mais l'accord commercial était très simple, il stipulait que si vous aviez de l'argent en Allemagne, vous le déposiez sur un compte bancaire géré par une société appelée Paltrow Limited. L'argent était bloqué sur ce compte bancaire. On vous donnait 1000 livres sterling, prélevés sur votre argent, pour pouvoir prétendre à l'asile en Palestine, sur la base d'un certificat A, ce qui signifiait que cet argent ne faisait pas partie du certificat de travail délivré par les Britanniques. Vous pouviez entrer automatiquement. Ensuite, l'argent bloqué en Allemagne servait à acheter des produits allemands, ce qui impliquait une augmentation des commandes pour les usines allemandes. Celles-ci les exportaient ensuite en Palestine, où ils étaient vendus. Vous ne receviez alors qu'une fraction, peut-être 30 à 40%, des recettes. Le problème était que la Palestine était rapidement saturée de produits allemands. La Havara a donc pris de l'ampleur. Elle a créé d'autres sociétés, comme la Compagnie du Proche et du Moyen-Orient, qui vendait ses produits dans les pays arabes. Une société similaire a également été créée en Europe, également pour vendre des produits allemands. Les sionistes sont donc devenus les principaux agents commerciaux de l'Allemagne nazie. La Palestine a été inondée de produits allemands, au moment même où les Juifs des États-Unis et de Grande-Bretagne criaient « N'achetez pas de produits allemands ». Évidemment, cela a brisé le boycott. Et Hitler n'a pas tardé à le souligner. Les Juifs, d'un côté, appellent au boycott, et ce sont eux qui essaient de vendre nos produits et de se faire de l'argent. Et vous, les gentils, êtes assez crédules pour les croire. Ils en ont profité, bien sûr. Il y a eu un débat entre Baruch Vladek, du comité travailliste juif, et Berl Locker, du comité exécutif sioniste. Vladek a accusé les sionistes d'être les briseurs de grève du nazisme. Il sapait toute opposition juive. De plus, jusqu'à l'hiver 1933, l'économie nazie était extrêmement faible. Il est possible que les nazis aient pu être renversés à cette époque.
Mais les sionistes avaient intérêt à stabiliser le régime nazi. C'est une conclusion tirée par Edwin Black, ce n'est pas la mienne. Cesarani, dans son ouvrage, a écrit que ce n'était pas un vœu pieux, que le régime nazi était chancelant. C'était un fait. D'autres, comme la revue Investor, pensaient également que le régime nazi pourrait prendre fin 1933. Et c'était la dernière chose que souhaitaient les sionistes. Ils voulaient que le régime nazi se stabilise. Car, entre 1933 et 1939, 60% des investissements dans l'économie juive palestinienne provenaient de l'Allemagne nazie. Ainsi, lorsque j'ai affirmé lors d'un séminaire sur la Palestine que l'État juif était le rejeton d'Hitler, le Jewish Chronicle a crié au scandale, cet antisioniste notoire s'était une fois de plus livré à un antisémitisme effroyable. Mais c'était vrai à l'époque. Entre 1930, où le parti nazi avait obtenu 6 millions de voix, et les deux élections de 1932, où il avait obtenu 11 et 13 millions de voix, la principale propagande du parti nazi était anticommuniste. Elle n'était pas antisémite. L'antisémitisme n'était pas particulièrement respectable en Allemagne à cette époque. Et c'est un mythe d'y croire, même si les Allemands étaient antisémites et ont donc voté pour Hitler. Hitler a minimisé l'antisémitisme jusqu'à le rendre quasiment inexistant. Mais dans l'idéologie nazie, les Juifs étaient considérés comme les parents biologiques du bolchevisme. Et c'est pourquoi ils ont été fusionnés. Lorsque l'Ensatz et les escadrons de la mort ont suivi l'armée allemande lors de l'invasion de l'Union soviétique, ils ont fusionné commissaires, communistes et juifs. Parce qu'ils étaient considérés comme une seule et même entité. Et c'était pareil pour les dirigeants nazis. Communistes et juifs étaient perçus comme les deux faces d'une même pièce. Il n'y avait pas de réelle différence. Donc, pour Hitler, se débarrasser des juifs revenait à se débarrasser de l'origine. Le « Marx juif » est une expression fréquente dans « Mein Kampf », par exemple, ou « judéo-bolchevisme » était une autre expression. Ils étaient donc étroitement liés. Mais, pour les sionistes, bien sûr, l'hitlérisme ne concernait que les juifs. Et n'expliquait donc absolument rien. Surtout pas le soutien de la bourgeoisie occidentale. Par exemple, Lloyd George, qui rencontra Hitler, déclara « Quoi que l'on puisse penser de ses méthodes, et elles ne sont certainement pas celles d'un pays parlementaire, il ne fait aucun doute qu'il a accompli une transformation remarquable de l'esprit du peuple, de son attitude les uns envers les autres et de ses perspectives sociales et économiques. » Il a proclamé à juste titre à Nuremberg qu'en 4 ans, son mouvement avait bâti une nouvelle Allemagne. Même Churchill avait tenu des propos similaires à propos d'Hitler. C'était l'opinion la plus répandue. Le Times of England ne le critiquait absolument pas. La BBC, qui est bien sûr aujourd'hui si opposée à l'antisémitisme. Le Daily Mail était un journal pro-hitlérien, tout comme le Daily Express. Le vicomte Rothermere, propriétaire du Mail, était un fervent partisan d'Hitler. Il désapprouvait toute référence à ce qu'il appelait la « propagande des atrocités ». De larges pans de la bourgeoisie soutenaient Hitler. Il y avait la communauté anglo-allemande, truffée de sponsors de toutes sortes. Il y avait de nombreuses grandes entreprises. Pricewaterhouse, par exemple, un grand cabinet comptable qui comptait des députés conservateurs, etc. Il s'agissait essentiellement d'un groupe parlementaire faisant pression en faveur des intérêts allemands. L'antisémitisme n'était pas mentionné à l'époque. Pour eux, l'antisémitisme est un phénomène récent, dû à Israël.